Rage Against the Machine sur Ici Maintenant, revue de presse internationale. Pierre toujours avec nous. Et nous continuons donc avec cette revue de presse. Alors, pour le coup, il y a une tripotée de banques, petites banques, qui meurent. Une liste que tu nous as faite, comme quoi la planche à billets ne sert qu'à Wall Street et aux grosses banques. Comme d'habitude, c'est pas nouveau, hein. C'est maintenant, on le voit depuis 2 ans. Hein, on est à, je sais plus, à 360 ou 370 banques qui ont explosé depuis le début de la crise. Donc vous retrouverez la liste sur www.quotidien.com. L'intérêt là pour le coup est tout à fait mineur parce que, mais il importe quand même de le signaler parce qu'on voit bien que la fonte, le monopole par certaines ne font que. Oui, et puis ça renforce les autres. Hein, donc on voit bien, on voit bien, pardon, la situation de monopole qui s'installe de plus en plus maintenant aux États-Unis. C'est clair. Et ce qui est comique et le non-sens dans cette histoire, eh bien, c'est que Fitch met la note des banques en observation négative. Alors c'est l'agence Fitch qui met ces fameuses notes, qui a prévenu que la note de la Citi et de la Bank of America risque d'être baissée, ce qui va les obliger à chercher des capitaux. En effet, toute baisse les oblige à mettre plus de capitaux en garantie de leurs engagements. Comme tu nous l'avais dit, bien entendu. Oui, enfin, je rappelle donc pour tous ceux et celles qui prennent cette émission en cours, hein, le principe, parce que pourquoi tout le monde craint en fait ces histoires de notation AAA, BBB, C, etc. C'est tout simple, c'est-à-dire que par exemple, lorsque vous êtes une entreprise et que vous avez une note AAA, si vous prenez par exemple un prêt de, je sais pas, 10 millions de dollars, la seule garantie qu'on va vous demander, c'est des actifs, disons, de 500 000 dollars. Voilà. En revanche, dans tous ces contrats de prêt internationaux, il est clairement indiqué que si jamais donc Moody's, Fitch ou Standard & Poor's baisse votre note, à ce moment-là, immédiatement, vous êtes obligé de rajouter des capitaux en garantie des prêts qui vous sont faits. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement grave quand une entreprise dont la note est abaissée, parce que cela l'étouffe et donc elle est obligée d'amener immédiatement des capitaux frais en garantie. Voilà. Et à chaque baisse de note, c'est la même chose. Bon. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Citibank et la Bank of America sont des banques zombies virtuellement. Enfin bon, ça on le savait, hein, c'est rien de nouveau. Mais là, tous ceux qui ont des échanges avec eux, des crédits, etc., vont leur demander immédiatement dans la foulée ce qu'on appelle le collatéral, c'est-à-dire l'argent pour garantir effectivement les crédits qui lui ont été faits. Donc là aussi, ça va remettre une pression supplémentaire sur la Citibank et la Bank of America, qui sont quand même pas des petites banques, hein, c'est plutôt des mastodontes. Bah oui, c'est là on a un comparatif et de voir un peu comment ça se passe. Voilà, et c'est très important, et je rappelle toujours que les banques françaises ont une exposition colossale aux banques américaines. Oui, on y reviendra dans certains articles que tu as fait durant ces 2 semaines. Alors, en même temps que de nombreuses banques, petites ou moyennes, viennent à disparaître, il y a aussi des méga licenciements qui, eux, repartent à la hausse. Sanofi Aventis, par exemple, qui va supprimer 1700 postes aux États-Unis. Ou alors Nokia, qui va en sabrer 1800, et Xerox, qui va en sabrer 2500, soit environ 2% de ses actifs quand même. Donc on délocalise, et devinez où? En Somalie, en Albanie, en Roumanie. Voilà. Oui, donc on voit bien que le système n'arrête absolument pas son autodestruction. Continue à scier les branches sur lesquelles ils sont assis, hein, tout ça pour, bien entendu, au nom des actionnaires à qui il faut distribuer des dividendes, et il est impératif, bien entendu, de faire monter l'action à Wall Street en annonçant des bons résultats, hein, chaque trimestre, comme vous le savez. Et donc, que s'est-il passé? C'est un lecteur qui me l'a rappelé d'ailleurs à propos de Nokia. C'est que Nokia a annoncé donc le licenciement de, alors je sais plus combien c'est là, 1800, voilà. Aussitôt, l'action a grimpé. Hein, c'est une bonne nouvelle pour les traders, c'est une très bonne nouvelle. Chaque fois qu'une boîte licencie 2000, 3000 personnes, génial, formidable. Ça fait autant une masse salariale en moins, donc bénéfice de plus, voilà. Démerdez-vous uniquement.
Débrouillez-vous, pardon. Oui, non, mais c'est que ça. C'est vraiment que ça. Au point que certains banquiers finissent par se suicider. On a eu l'occasion de faire certaines listes durant ces 1 an qui viennent de s'écouler. Là, il s'agit d'un banquier voyageur. Alors pourquoi ? Les policiers ont retrouvé le corps de David Widlake de la Community Central Bank Corporation. Il s'est suicidé d'une balle dans la nuque. Alors, j'aime bien ça. J'aime beaucoup. Comment faire en sorte de se suicider avec un pistolet d'une balle dans la nuque ? Tu nous expliques peut-être ? Oui, je vais essayer. Oui. C'est pour ça que j'ai intitulé ce papier mort d'un banquier voyageur, parce que manifestement, en plus, il avait des dons de contorsionniste. Tiens, à propos de contorsionniste. Alors ce qui est amusant, parce que vous savez que vous savez tous ces économistes très sérieux, vous savez, ils vous parlent tout le temps de Keynes. Keynes, c'est vraiment leur pape, c'est le pape de l'économie qui a redéfini l'économie, etc. Donc c'est un type. Keynes, lui quand même, il était attiré par des femmes absolument... comme quoi on est toujours attiré par son contraire, c'est assez amusant. Et donc il a épousé une contorsionniste. Authentique. Il a épousé une artiste de cirque. Alors je ne sais plus si elle était roumaine ou bulgare, enfin bon, elle venait des pays de l'Est, me semble-t-il. Et elle était contorsionniste. Donc on voit bien que Keynes... je vois ta tête. Non mais c'est amusant, le mec très sérieux, tu sais, qui te fait l'économie et puis le soir, tu sais, il se fait... Bref. Je vois bien Keynes en train de faire l'amour, tu vois, avec ça. On s'amuse comme on peut. Non mais attends, c'est extraordinaire quand même. Keynes avec une contorsionniste, c'est génial. Oui. C'est formidable. Oui, pour l'image. C'est comme si on vous disait que Freud a épousé un expert comptable, quoi. Oui, encore, bon, à la limite, c'est pas drôle. Non, mais il y a de ça, quoi. C'est amusant. Que ces Américains sont stupides et cupides. Christian nous signale ce papier de Bloomberg. La fabrication de composants cruciaux des systèmes d'armes américains a été délocalisée. Alors, la question que je pose aux auditeurs et auditrices, c'est deviner où les Américains ont décidé de fabriquer les composants cruciaux de leur système d'armes. Eh bien, en Chine. Ah oui, on aura du mal à y croire, tellement c'est fou. C'est complètement incroyable. Alors, en fait, c'est tout ce qui concerne le néodymium. Parce que, en fait, les Américains ont progressivement perdu. D'abord parce qu'ils ont délocalisé, c'est bien évidemment. Donc ils ont délocalisé en Chine, et puis progressivement ils ont... Et puis finalement, les Chinois, ils ont mis la main sur tous les métaux rares. Et aujourd'hui, c'est les Chinois qui contrôlent le néodymium. Voilà. Et donc, ils sont obligés de faire tout ça, comme Magna Quench par exemple, ou Molycorp. Tout ça, c'est en Chine et c'est moins cher. Voilà. Donc c'est absolument génial. C'est un peu comme imaginez pendant la guerre froide, si les Américains avaient délocalisé leur système, la fabrication de leur bombardier, de leur système de calcul, de lancement de missiles, des chasseurs, etc. à Moscou. Par exemple. Par exemple. Non mais c'est la même chose, quoi. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a une animosité qui monte entre les deux pays. D'une part parce que les Chinois en veulent terriblement aux Américains de faire de faire perdre de la valeur au dollar. Et donc chaque jour qui passe, ils perdent des centaines de millions, quoi, sur tout ce qu'ils ont engrangé comme réserve. Donc c'est absolument fascinant. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une info que j'ai pas encore donnée sur le blog, mais je vais la donner. Mais je vous la donne parce qu'elle est quand même géniale et elle est tout à fait... elle résume bien cette situation. Écoutez bien. La semaine dernière, ou lundi, je ne sais plus, il y a eu une vente aux enchères de bons du trésor américain. Mais c'est un bon du trésor un peu particulier, très intéressant, qui s'appelle TIPS. Le TIPS, en fait, a la particularité, donc le gouvernement fédéral s'engage à ce que ce bon du trésor en particulier suive l'inflation. On est d'accord. Donc, ils vous disent, vous prenez un truc sur 30 ans, 50 ans, on s'en moque. Nous, gouvernement, on vous garantit que si jamais l'inflation est à 20%, eh bien votre TIPS vous rapportera donc 22% ou 23%. Donc il y aura toujours le 3% en plus. Voilà. Eh bien, figurez-vous que le TIPS qui a été vendu là, pour la première fois dans l'histoire de la Fed, a été vendu avec un taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire moins 0,55%. Mais comment c'est possible, ça?
Comment c'est possible? C'est comme ça. Ah, c'est comme ça. D'accord. Non mais comment c'est possible, on avait donné nous une information il y a à peu près un an. C'était une banque du Danemark ou une banque finnoise qui, pour inciter comment dire, les gens effectivement à dépenser, à mettre de l'argent dans l'économie, donc avait donné des intérêts négatifs. Hein, c'est pour forcer les gens. Donc aujourd'hui, la Fed, cela s'explique très bien. Hein. Que se passe-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui aux États-Unis, je vous le résume très simplement pour que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, les banques ne se prêtent plus entre elles. Bon, ça, vous le saviez, et tous les chefs d'entreprise, et Dieu seul sait s'ils sont nombreux et qui nous écoutent, le savent très bien, notamment avec les banques françaises qui ne prêtent plus. Hein. Alors, que se passe-t-il? Aujourd'hui, la Fed, hein, n'est-ce pas, elle prête de l'argent à 0% aux banques, d'accord? Parce qu'elle a décidé justement de mettre de l'argent dans l'économie. Sauf que les banques, elles disent, allez vous faire voir à la Fed, nous on prend votre argent à 0%, mais qu'est-ce qu'on achète des bons du trésor avec à 2%. Donc c'est du gagnant-gagnant. D'un côté, la Fed leur donne 200 millions à 0%, et ils achètent des bons du trésor américain à 2%. Gain net 2%. C'est formidable. Je veux dire, quand c'est sur des sommes astronomiques, ça rapporte énormément d'argent, sans rien faire en plus. C'est absolument fabuleux. Donc la Fed oblige, pour les empêcher donc de mettre leur argent dans les tips, c'est pour ça qu'ils ont mis le taux d'intérêt négatif. Pour les empêcher d'en acheter. Et puis ils ont tout vendu. Ça vous montre bien que le système est complètement explosé et que là c'est vraiment tu sais, c'est un peu comme un accidenté, tu sais, le mec qui sort de la voiture, qui ne se rend même pas compte que tous ses membres sont cassés, qui marche parce qu'il est complètement choqué, qui ne sent absolument pas la douleur, quoi. C'est vraiment ça. Non mais attends, tu imagines des bons du trésor à taux négatif et ils vendent tout. Alors, ça rejoint certainement cette nouvelle de Ben Bernanke Aurore Show. Hein, alors vous vous souvenez que des positions massives ont été prises, pariant que le Dow Jones allait s'effondrer mi-octobre. Eh bien, Ben Bernanke a choisi ce dernier vendredi de mi-octobre exprès pour donner sa keynote. Voilà. Et rassurer donc les marchés, promettant qu'il injecterait à nouveau des liquidités massives début novembre. Les bears ont été moyennement lessivés. Oncle Ben, de l'avis de tous les consommateurs, n'a qu'une solution: continuer à affaiblir le dollar pour doper ses exportations. La victime, Madame Europe. Vous, chers lecteurs, exporter aux États-Unis aujourd'hui, en pleine crise, c'est une vraie catastrophe. Fort Knox est vide, il n'a pas le choix. Continuez à assurer vos arrières et lisez cette analyse de The Economic Collapse. Voilà, c'est un lecteur d'ailleurs qui me l'avait suggéré, j'ai oublié de le mentionner. Donc c'est très intéressant ça aussi. Hein. On voit bien que, parce que Ben Bernanke, plus que tout autre, hein, a vu, hein, parce que lui il a ses notes de service, hein, il sait exactement ce qui se passe au centime près, hein, littéralement. Et donc il a vu que toutes les prises de position qui ont été faites par les bears, hein, les ours, hein, pariant sur un effondrement, donc il a effectivement choisi le dernier jour de la mi-octobre pour rassurer les marchés. Donc ils se sont fait gentiment nettoyer, mais pas trop. Mais ça n'a rassuré techniquement personne, parce que de toute façon, comme il s'apprête à faire une planche à billets massive, donc tout le monde aujourd'hui cherche effectivement de l'or, des lingots, voire même certains, ils ont tellement de lingots d'or, ils savent pas quoi faire, alors maintenant ils mettent tout dans des œuvres d'art. C'est pour ça que le marché de l'art est reparti à la hausse. C'est uniquement pour encaisser de l'argent. Les mecs, ils ont tellement d'or, ils savent pas quoi faire, donc ils ont plus la place de les stocker. Ah bah oui, un Vuitton qui se retrouve en rupture de stock de sacs à main. Non mais l'histoire de Vuitton, je l'ai toujours dit ici, pour moi c'est pas Vuitton qui est parce que Vuitton pour moi c'est vraiment le truc de parvenu par définition. En revanche, Hermès qui est définitivement le top du luxe, que ce soit à New York, à Tokyo, à Paris ou à Londres. Le sac Kelly à 12 000 euros, c'est quand même autre chose. Hein, c'est des sacs ça varie entre 12 et 50 000 euros, les sacs Hermès, je le rappelle. Donc, si jamais madame a son anniversaire bientôt, songez-y. Donc, effectivement, le sac Kelly est reparti à la hausse. Pourquoi? Effectivement, parce qu'il est dopé par la demande qu'il y a de la Chine et de l'Inde, notamment. Voilà. Parce que c'est des valeurs sûres. Hein, donc.
un sac Hermès, on peut véritablement le léguer à sa fille ou à sa petite fille, sans problème. Ça traverse le temps. Le kangourou a le même poids que le bison. Eh oui, les Aussie doivent être contents. Le dollar australien est à parité avec le dollar américain. Qui l'aurait imaginé il y a encore 3 mois? C'est le Guardian qui nous en informe. Là aussi, qui aurait imaginé il y a encore 3-4 mois que le dollar australien sera au même niveau que le dollar américain? C'est complètement fou. Hein. Il y a quelque chose qui... On voit bien En fait, on assiste à l'effondrement de l'empire américain. C'est comme Rome, hein, qui s'effondre. On en a déjà parlé ici, là aussi, maintes fois, parce que c'est tout à fait ça. Hein. C'est un effondrement qui est beaucoup plus rapide, en revanche. Du fait que de la mondialisation, du fait que tous les ordinateurs soient interconnectés, que toutes les banques soient interconnectées, et ainsi de suite. Donc effectivement, ça va beaucoup plus vite. Mais là, on voit bien que forcément, donc c'est ici le dollar canadien. Oui, d'ailleurs, il est au même niveau que le dollar canadien aussi. Donc voilà. D'accord. Sachant que le dollar canadien, si mes souvenirs sont bons, en plus, lui est basé sur le pétrole. C'est intéressant. On parlait de la SEC il y a quelques instants. Eh bien, certains n'hésitent pas à payer pour que la SEC les laisse tranquilles. Leur fout la paix, oui. Ouais, c'est l'ancien PDG de la Countrywide qui a fait faillite à cause des subprimes et a accepté de payer 67 millions de dollars à la SEC. Les fonctionnaires qui surfent sur les sites porno, hein, pour que celle-ci oublie ses bagouilles. Donc génial, hein, comme système, vous ne trouvez pas? Ah, c'est le système judiciaire américain, effectivement. Voilà. Dans le dit, il dit donc au ministère de la Justice, bon écoutez, je vous paye 65 millions, mais vous me foutez la paix. Et le ministère de la Justice dit, bon d'accord. C'est absolument génial. Alors que c'est la plus grande faillite, c'est absolument monstrueux ce qui s'est passé. Ça fait partie, la Countrywide fait partie de ces banques qui sont allés chercher dans les quartiers les plus dangereux de Los Angeles. Je l'ai déjà donné cet exemple à South Central, à Rosecrans, etc. Ils sont allés chercher des membres des gangs et ils leur donnaient 400 $ en liquide pour qu'ils signent simplement les papiers qui étaient pré-remplis pour qu'ils aient après de 200 ou 300 000 $ pour qu'ils s'achètent une maison. Aucun document sauf le demander, même pas une pièce d'identité, juste un numéro de permis de conduire, quoi. Non, mais c'est complètement fou parce qu'ils avaient besoin de ce qu'on appelle du papier. Ils avaient besoin de papier pour le refourguer aux banques qui elles-mêmes avaient une demande très forte à l'époque, 2006, entre 2004 et 2007, une demande très forte des fonds de pension norvégiens, allemands, et la plupart des trucs ont été refourgués effectivement aux fonds de pension allemands. C'est quand même intéressant. Et donc aujourd'hui, les fonds de pension les mecs, ils sont plombés avec ce genre de crédit. Évidemment qu'ils ne reverront jamais, ça va de soi. Et qui plus est, donc si la banque a rajouté en plus la maison du mec multipliée par 3 ou 5, bah, mamma mia. On peut voir aussi donc. Oh man. On avait fait part au début de l'antenne, mais les banquiers donc sont virés, sont mis au chômage, et ça n'en finit plus, puisque la Lloyd de Londres a décidé de virer 4500 personnes de plus cette année et l'année prochaine. Alors est-ce que, quand tu nous dis, Pierre, 4500 personnes entre cette année et l'année prochaine... Oui, ça va être étalé. Non, ça va être étalé entre maintenant... Bah, de toute façon, il reste quoi, 2 mois donc, et 2011. Voilà, donc ça va être étalé sur 6 mois, quoi. Donc ça amène l'ensemble des virés de la Lloyd à 20 000 licenciés. Tranquille. Voilà, tranquille. Alors on peut voir aussi un petit détour en France, histoire qu'on se marre un peu, un huissier qui détourne 900 000 euros. Alors c'est à mettre en parallèle avec l'information qu'on a entendue tout à l'heure dans le zapping, parce que c'est une jeune fille, là, je sais pas quoi, qui avait mis le feu à une poubelle, je sais pas 5 quoi. mois de prison ferme. 5 mois de prison ferme. Alors là, donc ici, on a un huissier qui détourne 900 000 euros à ses clients, et donc lui, il est libre. 2 ans de prison avec sursis. C'est formidable. 70 000 euros. Cela dit, n'oubliez pas, on n'a pas le droit de commenter des décisions de justice. Hein. Voilà, donc c'est le Parisien qui a sorti un scoop, et donc ça a été repris par le Post, enfin par plein de sites. Alors je vous lis, 2 ans de prison avec sursis et 70 000 euros d'amende, c'est tout. Le mec il a pris 900 000 euros, mais il n'a que 70 000 d'amende, requis contre l'huissier qui a détourné 900 000 euros. Je me souviens d'affaires où pour bien moins que ça, d'autres étaient jetés en prison. Donc, mais là, attention, il s'agit quand même d'un magistrat, un huissier, c'est un officier ministériel. Hein.
pas déconner. Des gens du même monde, il faut pas l'oublier. Donc Maître Gilles V, 63 ans, huissier de justice à Paris, menait grand train, vie avec plusieurs propriétés, une douzaine de véhicules, un bateau de 32 mètres à Cannes, blabla, une fortune estimée à plusieurs millions d'euros, jusqu'au jour où l'huissier a été incapable de financer ce train de vie fastueux et de rembourser ses emprunts. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à puiser dans le fonds qu'il détenait au nom de ses clients. Des détournements évolués à 900 000 euros, précise le Parisien. Voilà, c'est vrai que c'est une profession qui permet de tout saisir. C'est horrible, c'est horrible. Donc pas grand chose finalement, il aurait dû prendre beaucoup plus, moi, je trouve, parce que 2 ans de prison avec sursis pour 900 000 euros, putain c'est... Hein, c'est pas cher payé, 70 Attends, euros. pour la gamine qui a brûlé la poubelle, 5 mois de prison, 5 mois de prison, ferme. Ouais. voilà, donc bon, mais l'huissier n'a pas volé de scooter, précisons-le. Il n'a pas volé de scooter, donc c'est pour ça qu'il a sans doute le tribunal a été extrêmement gentil, Généreux. généreux avec lui, voilà. Donc on salue tous les huissiers. Alors bon, ça se passe en France. On peut aller faire un petit tour aux Émirats Arabes Unis. Alors là, c'est comique aussi. Il ne fait pas bon d'être créancier des Tchèques sans provision. Une affaire qui a mal tourné à Abu Dhabi. Un investisseur mécontent. Et voilà que des sbires de la famille royale viennent le chercher et menacent de lui découper la tête en plein désert. Ouais. Bon, bah c'est dommage. L'autre aurait préféré qu'on découpe plutôt sa dette. Bref, les Tchèques agissent comme les banques américaines. Paul Tarp écrit dans le New York Post. Voilà, en fait dans cette affaire, il y a plusieurs politiques américains de New York qui se sont fait arnaquer, dont Jay Jacobs, donc qui est le patron du Parti démocrate de l'État de New York, Bruce Blakeman, donc un politicien républicain, qui était aux élections du sénatorial les récentes, Voilà. et l'avocat Howard Fensterman, qui était le responsable, le conseiller financier pour le sénateur Chuck Schumer. Voilà, donc c'est du beau-linge, comme on dit, c'est du beau linge de New York, et donc ils ont fait un procès donc à une boîte de Abu Dhabi, et donc auquel ils réclamaient 500 millions. Voilà, ils se sont fait rouler de 500 millions. En fait, les comment dire, alors moi je confonds tout le temps les Abu Dhabiens, je vais les appeler comme ça. Ils ont fait des faux documents qui ont permis justement des faux documents par un magistrat militaire qui plus est. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement pendant qu'on y est. Voilà, donc qui leur ont permis de s'emparer de ces 500 millions. Voilà. Et donc le monsieur donc qui était au foudrage, donc qui fait une action à Abu Dhabi, le mec, il y a 4 mecs qui sont venus le chercher. Et donc ils l'ont emmené dans un petit voyage, donc ils l'ont passé à tabac dans le désert, et donc ils l'ont menacé de lui découper la tête, voilà, décapité, de décapiter. Donc voilà, c'est une décapitation d'un investisseur en plein désert. Donc ça, franchement, ça aurait fait un joli film de Godard, je trouve. Hein, c'est voilà. Donc je vous rappelle que toutes ces informations un peu folles, vous les retrouvez dans quotidien.com. Je suis tellement fatigué. Ouais, quotidien.com. Le site de www.quotidien.com. Alors on continue, les Tchèques sans provision hurlent au scandale. Alors l'indice Niki pour les membres de l'OPEP. Ah, j'adore ça. Ils se sont vendus aux Américains en obligeant le monde entier à payer leur brut en pétrole. Oh non, en dollars, je me suis planté. En pétrole, en dollars, oui. En plus, moi je le... Oui, en plus, j'ai déjà lu. Mais aujourd'hui, avec le dollar au plus bas, ils hurlent au scandale et demandent le baril à 100 $ pour compenser les pertes. Bien fait, nous dis-tu. J'espère que bientôt ils vont demander à être payés en lingots d'or ou d'argent. Attendez-vous à vous faire massacrer à la pompe si celle-ci n'est pas vide. Alors tu nous le dis, Pierre, creusez d'ores et déjà des tunnels chez vous. Oui, bah oui, parce que... Donc là, pour le coup, les Tchèques sont ruinés. Non, mais il y a un vrai problème, on le voit bien. Parce qu'effectivement, l'affaiblissement du dollar entraîne de facto donc des rentrées en moins pour tous ces pays pétroliers, qui vendent du gaz, par exemple l'Algérie, etc. Tout ce qui est Arabie Saoudite, Émirats Unis, etc. Le Qatar, le Koweït, et ainsi de suite, le Bahreïn, sont des pays qui voient effectivement leur rentrée financière amputée de 15-20%, simplement pour des histoires de devises.
Donc ça va être un vrai problème. Imaginez par exemple que l'un leur demande effectivement, je veux... Alors moi j'en ai marre des histoires d'euros, de dollars, maintenant vous me payez en lingots d'or. Bon. Non mais ça serait intéressant à observer. Je pense qu'on y viendra peut-être. Premier procès pour saisie illégale. Monsieur Fox, un propriétaire, poursuit la GEMAC et le monsieur Stéphane en question, Stéphane Fox, qui a... Alors attends, je suis pas sûr de comprendre. Monsieur Fox, un propriétaire, poursuit la GEMAC et le monsieur Stéphane qui a signé 10 000 papiers à la seconde, voilà, pour saisie illégale. Et monsieur Fox demande 2% du chiffre d'affaires de la banque. Voilà donc ce qu'il en est. Alors ça effectivement, c'est le premier procès. Donc maintenant il y en a plein d'autres. Hein. Alors évidemment, là tous les avocats de la... alors là ils vont s'en donner à cœur joie, c'est évident, c'est cousu de fil blanc comme on dit. Donc il a... alors c'est monsieur Stéphane, voilà, je sais pourquoi tu comprends pas. C'est parce que monsieur Stéphane en fait est celui qui s'occupait de ça à la banque. Voilà, et donc il a signé 10 000 papiers de saisie à la seconde. Donc c'est des papiers illégaux, bien entendu. Et donc il a fait un procès à ce monsieur Stéphane. Donc l'avocat a démontré qu'effectivement c'est une arnaque, que tout était faux, patati patata. Et donc l'avocat demande 2% du chiffre d'affaires de la banque. Hein, voilà. Et donc il demande 25 000 $ pour des dommages et intérêts, 25 000 $ en pénalité civile, plus des dommages et intérêts punitifs qui seront de l'ordre de 2% du chiffre d'affaires global de la banque en 2009. Voilà. Donc ça vous montre bien que ces histoires de foreclosure, enfin de fausses saisies, de faux documents, de faux tampons, de tribunaux, de juges, etc., que les banques ont fabriqués à l'envi, eh bien ça va leur exploser à la figure. Ça va leur exploser, littéralement. Et que ça va être une bataille juridique de la part des petits contre les grandes banques. Et donc là, c'est intéressant, observez bien, Obama pisse dans son froc. Il s'est bien gardé de prendre position. Et là, c'est un aveu de faiblesse tel que de toute façon, il est éliminé d'office. Il ne sera jamais réélu. Voilà, il faudra vraiment qu'il aille faire la guerre, quoi, parce que en général, c'est un bon trip, ça. On déclenche une guerre et puis tout à chaque fois. Voilà, on déclenche l'histoire de nationalisme, l'Amérique devant tout. Voilà, nous allons écraser le. C'est pour ça que la montée du nous allons nationalisme écraser en Europe le Panama. est très présente. Notre armée a remporté une victoire formidable sur les troupes roumaines. On va encore faire croire que les États-nations existent. Voilà, mais c'est ça, quoi. Patriotisme. Alors là, pour le coup, tu nous parles d'Obama. Alors Obama est le HR 3808. Oui, donc, parce que on en a parlé il y a 2 semaines. Voilà. Donc là, pour le coup, tu nous avais dit qu'il avait signé ce décret. Absolument, parce que c'est ce que j'avais vu effectivement le matin même sur une info. Et effectivement, après en fait c'était Zero Hedge donc qui avait corrigé sa dépêche. Mais en fait ils avaient raison parce que en fait c'est une astuce juridique dans le genre les trucs qu'on renvoie au Sénat, qui vont renvoyer au machin et que ça va revenir. Enfin bref, donc il s'est démerdé pour ne pas signer. Mais en revanche, toutes les banques ont reçu l'assurance de la Maison Blanche, et c'est pour ça que Zero Hedge a dit qu'il allait signer. Il a quand même trouvé la solution, mais techniquement c'est comme s'il avait signé, puisque immédiatement je crois que c'est la Wells Fargo qui elle a immédiatement repris toutes les saisies malgré que ces saisies soient effectuées sur la base de faux documents. Énorme. C'est quand même faux, non? Attends, non, mais il y a 15 jours ici, je disais que c'était la fin de la démocratie, oui, etc. Mais aujourd'hui, je suis... j'en ai les bras qui tombent, si j'ose dire. Tu nous lis l'article? Alors, attends, oui. Oui, donc je disais que la Maison-Blanche... que la Wells Fargo avait reçu l'assurance que la Maison-Blanche ne s'y opposera pas, sous une forme modifiée, avec un nouveau texte comprenant le droit de poursuivre les banques en cas de souci. Donc voilà, c'est la petite astuce qu'a trouvé Obama pour ne pas se fâcher avec Wall Street. Voilà. Du coup, la Wells Fargo ne s'est même pas donné la peine de faire une pause, et a repris aussitôt toutes ses saisies, et cela malgré les faux documents, les fausses signatures, etc. Totalement fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je comprends pas. Comprenons le droit de poursuivre les banques en cas de souci. Ça veut dire que finalement, les banques... c'est-à-dire que si les documents étaient faux,
si les documents étaient faux, la personne qui entre-temps, a quand même été mise à la porte, Ouais. je précise, Vient de chez elle, maison saisie, ok. donc elle pourra faire un Par procès à la trois banque. huissiers à la rigueur. Voilà, non mais voilà, On remplace mais- les verrous, non? Non, mais c'est scandaleux. Ah ouais, Mais c'est on ce est que d'accord. mais là, Donc- aux États-Unis, mais ça fait un truc énorme, ça. Donc c'est elles vraiment- pourront se retourner et attenter un procès aux banques. Donc ces personnes qui ont été... Voilà, ouvertes quand chez elles sont sur le trottoir. Quand elles sont sur le trottoir. Voilà. Ouais, d'accord. C'est ça que ça veut dire. Ok. C'est amusant, non? Hein, donc voilà, donc il a trouvé. D'abord, tu viens de chez toi. Et après, tu voilà, peux il a retourner. trouvé le moyen pour pas se fâcher ni avec l'un ni avec l'autre, quoi. Ouais. Bien entendu. Petite astuce. Petite Compromis. Alors, donc, et c'est Karl Denninger qui a descendu Obama en flammes. Il dit qu'en fait, on a eu deux administrations successives. On a eu celle de Bush et celle d'Obama qui ont intentionnellement refusé d'attaquer tous ces comportements hors la loi. C'est quand même pas rien, hein, les banques qui sont hors la loi. Ce refus continue toujours aujourd'hui. Et il y a littéralement des dizaines et des dizaines de milliers de crimes par mois. Et dans ce cas précis, ce sont des documents faux, hein, puisque ce sont des robots qui signent et qui mettent une signature notariale sur des documents qui devraient être en fait techniquement tu passes devant un notaire, quoi. Alors là ils passent pas devant le notaire, ils imitent la signature du notaire, tu vois. Bam. Ils font un coupé-collé du tampon du notaire et bam, ah non mais c'est ça qu'ils font, hein. Voilà. Donc le pays est devenu une vraie bombe nucléaire, on attend d'explosion, voilà. La démocratie a été volée, c'est ce que je disais tout à l'heure, la démocratie a été volée au peuple et donnée aux banques, sous nos yeux. Voilà. Bienvenue dans le monde du nouveau fascisme bancaire, le United Banks of America, hein, ou comment, c'est amusant d'ailleurs, hein, comment ce que j'explique dans mon livre 777, comment le 666 a gagné la première manche. Là c'est clair, ils ont gagné la première manche, il faut reconnaître. Hein, là, le système bancaire a gagné toutes les guerres. C'est nickel. Et en ce moment, ils sont en train de ramasser toutes les maisons pour des bouchées de pain, ce qui fait qu'en fait, lorsqu'on sortira de la crise, si on sortira un jour, mais on sortira forcément, hein, les banques américaines auront en leur possession, je pense, je sais pas, peut-être 20 ou 30% du parc immobilier américain. Je trouve que t'es gentil, 20-30%. Oui, Au vu des informations que Ouais. je vois depuis qu'on fait cette revue de presse, et que tu as C'est un un minimum. Américain sur 8 qui vit avec des tickets de rationnement, ou non, ça sera beaucoup plus que ça. Hein. Non, mais ça, véritablement, Wall Street a pris le pouvoir. Voilà. On le voit là, hein, c'est clair, net et précis. Il n'y a plus de président américain. C'est une carpette. Hein, c'est une véritable carpette, Obama. Je le disais la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, que je ne comprenais pas pourquoi c'est un modèle pour Sarkozy. Sarkozy ne peut pas s'inspirer d'une carpette. Hein, c'est une tentouse, Obama, c'est pas possible. Non mais véritablement. En plus sa femme, excuse-moi, coefficient intellectuel aura de la moquette. Je rappelle quand même à tous ceux et celles qui nous écoutent, pendant la campagne électorale, je crois que c'était 2 mois avant, donc elle est interviewée, je crois, un grand matin devant des centaines de millions de téléspectateurs, enfin surtout des femmes, hein, la ménagère de 50 ans, et donc elle est interrogée par une autre femme, alors votre mari, comment il est, c'est comment, machin. Oui, alors elle sort cette phrase absolument géniale, ouais, mon mari, vous savez, tous les matins quand il se lève, franchement, il pue de la gueule. Authentique, elle a dit ça, hein, il a une haleine de chacal, tu vois, il est comme tous les hommes, je veux dire, bah non, enfin, je veux dire, mais elle a fait un portrait de son mari qui était absolument épouvantable. Les gens étaient sur le plateau de télévision, Scotché, ouais. ils étaient mais complètement scotchés. Cette pauvre fille, elle est, je veux dire aussi, quels que soient ses diplômes, ça vole pas haut, mais ça montre bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit là, elle réalisait même pas ce qu'elle faisait, et Obama aujourd'hui ne réalise même pas que ce qu'on observe là montre aux autres banques, c'est-à-dire aux banques françaises, aux banques allemandes, aux banques anglaises, espagnoles, qu'elles peuvent prendre le contrôle La du grande pays. voie principale. Mais bien sûr, c'est ça que ça montre. Quand le reste du monde a observé nos manifestations, hein, la semaine dernière, ils étaient persuadés que les Français iraient au clash. Hein, parce qu'ils étaient vraiment persuadés. Et d'ailleurs, tout le monde entier avait envie que les Français aillent jusqu'au bout. Eh ben non.
Ils sont pas allés jusqu'au bout, et ceci pour une raison très simple, c'est que les syndicats, CGT, CFDT, se sont bien gardés d'expliquer aux Français les véritables raisons, comme je l'ai expliqué en début de cette émission. Donc voilà, et avec les vacances de la Toussaint, voilà, donc l'idéal en fait pour faire passer les lois, c'est tu les fais pendant les vacances, quoi, les vacances d'hiver, les vacances d'été, c'est parfait. De toute façon, c'est une vieille tradition, ils la connaissent. Voilà, donc on ferme un petit peu cette parenthèse, mais elle est importante parce que ce que montre Wall Street aujourd'hui, c'est que les banques peuvent prendre l'impunité totale, elles peuvent prendre le pouvoir politique sans aucun problème en arrosant tous les sénateurs, les démocrates, pardon, ce que je dis, tous les partis politiques, et en rachetant tout ce qui était tous ceux qui peuvent être rachetés. On a vu je sais plus, c'est Canal+, comment il s'appelle, c'est Vauquier, là, le ministre du Travail, oui. là, le espèce de mec toujours très pressé, toujours machin. Eh bien, je crois que c'est M6 qui l'a filmé à Londres, où il lance une espèce d'associé à une partie, où effectivement il demande aux multinationales de l'argent pour financer son truc. Ça, je l'avais vu, je trouvais ça très amusant. Donc on voit bien qu'il y a deux côtés, quoi. Les politiques sont tout à fait prêts à être, je veux pas dire corrompus officiellement, mais officieusement, quoi. Voilà. Jimmy Dimon, je suis un escargot faisant une crotte sur une lame de rasoir. Eh oui. Alors qui est Jimmy Dimon ? Eh bien c'est le patron de Bliss Masters, il doit certainement être sous Prozac en ce moment. Figurez-vous que jeudi dernier, une dépêche laconique est tombée sur Bloomberg. Bloomberg n'a pas commenté, mais Zero Hedge a vu la manip tout de suite. La JP Morgan émet pour 4,35 milliards de dollars d'obligations sur 10 et 30 ans. Allô, monsieur Jean Patmos. Oui, c'est la JP Morgan à l'appareil. Voilà, on vient d'ouvrir une nouvelle agence en face de la grotte de l'Apocalypse et le directeur aimerait vous rencontrer. Nous avons des taux très intéressants pour refaire vos murs à 6,66%. Zero Hedge a écrit Jamie Dimon a expliqué un peu plus tôt dans une conférence combien la crotte de la JP Morgan sentait bon et que l'avenir était brillant. Ouais, c'est les propos de Zero Hedge, je trouvais ça très drôle d'ailleurs. Alors ces propos, pour empêcher l'argent et l'or de monter, vont la faire exploser, cette bulle. Les mauvaises langues disent que Bliss Masters est devenu paranoïaque, vu les montants engagés par son département. Eh bien, les margin calls doivent douiller en ce moment, ah oui, surtout sur l'argent métal. Mais oui, alors justement, à ce propos, écoutez bien, en ce moment, la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle des hearings, c'est-à-dire des auditions sénatoriales au sein d'un organisme qui s'appelle la CFTC, donc qui s'occupe des marchés à terme. Et donc cet organisme, en fait, a accepté, puisqu'on en parle nous, on a couvert ce sujet depuis 2 ans, que effectivement il y a une manipulation du cours de l'argent et de l'or, et surtout de l'argent. Par définition, c'est la JP Morgan qui a la plus grande position. Il y a aussi la HSBC. Et donc, on a vu les préconisations qui ont été publiées ce matin, en disant que bientôt, effectivement, ils vont interdire donc les manipulations de cours de l'argent. Donc ça va poser un nouveau problème à la JP Morgan. Et donc, effectivement, la hausse de l'argent métal lui pose un gravissime problème parce qu'elle doit payer la différence. C'est ça que notre ami Delamarche n'a pas dit sur BFM, qu'on avait invité ici, qui est un homme amusant. Il a vu lui aussi que le résultat trimestriel de la JP Morgan était très très mauvais, mais il n'a pas vu que c'était, ou du moins il n'a pas expliqué, que c'était à cause justement des positions massives sur l'argent et qu'ils ont été obligés de payer, parce que là ils sont fait niquer la JP Morgan. Et justement, ce département est dirigé par Bliss Masters. Et donc là, j'ai l'honneur et le grand plaisir et le privilège, comme on dit, d'informer donc tous nos auditeurs et nos auditrices que justement, mon prochain livre, c'est sur Bliss Masters. J'ai gardé le suspense, comme on dit, pendant quasiment 10 mois, parce que c'était quand même extrêmement difficile, une enquête vraiment, vraiment très, très difficile, mais en même temps... vous allez... c'est un livre qui... franchement, c'est la continuité pour moi de 777, c'est clair.
d'une autre façon. Et ce qui est intéressant justement, c'est que c'est la première fois que d'habitude j'écris toujours sur les anges, Sur le passé. ou sur ou sur des choses historiques ou sur des textes. Et bien là aujourd'hui j'écris sur le présent et qui plus est sur un personnage vivant qui est Blight Masters. Donc c'est pas, à mon avis, Blight Masters, donc pour que j'ai fait un livre sur elle, ça doit être quelqu'un de très très important. D'ailleurs aujourd'hui c'est la femme la plus puissante au monde. Personne n'a une telle masse financière à sa disposition. Elle a à sa disposition un levier financier 10 fois, 20 fois supérieur à celui de la France. Donc je veux dire, en un simple coup de fil, elle ruine n'importe quel pays africain quoi, en 30 secondes. C'est la patronne des matières premières. Attention. Et ses avocats attendent le tournant. Voilà. Oui. Ah oui, ils m'ont prévenu que tous les avocats de la JP Morgan allaient lire attentivement mon livre et que les... Donc voilà, chers... Alors, c'est le moment ou jamais, je vous invite tous à aller sur le blog, à précommander le livre, vous serez le premier à le recevoir avant sa sortie en librairie. Alors là, on va aller dans le factuel, concrètement aussi en France. Eh ben non, pas uniquement en France, aussi en Algérie. Tu as reçu, Pierre, un mail d'un lecteur à Alger et tu as eu du mal à y croire, même après que tu aies eu l'occasion de l'interroger. Je crois, mais parce que rien ne m'étonne. Mais là, ça va tellement plus loin que ce qu'on voit en France que c'est complètement fou, quoi. Alors, je cite donc ce lecteur. C'est Abdelkader, me semble-t-il, mais je suis pas sûr. Je vois pas la dépêche, donc je lis ses propos. J'ai ouvert un compte dans une branche de la Société Générale à Alger. Vous savez quoi ? Il vous laisse déposer l'argent sans limite. Par contre, vous ne pouvez retirer que 1 500 € par mois. Au-delà de cette somme, il faut expliquer au banquier l'usage que vous allez en faire et présenter des justificatifs. Par exemple, si vous voulez acheter quelque chose à 30 000 €... 3 000 €. Ah oui, excuse-moi, oui. Il faut vous faire établir une facture et aller la montrer au banquier. Il vous donnera l'argent. On m'a dit qu'il pouvait refuser si jamais la dépense ne leur convenait pas. En tous les cas, même avec tous les justificatifs du monde, il est impossible d'obtenir plus de 7 500 € par mois. Je ne vous parle pas de prêt, mais c'est l'argent du client qu'il dépose chez eux et après il doit justifier son utilisation pour y avoir accès. Voilà, fin de citation. Et tu nous poses cette question, Pierre. Est-ce que d'autres lecteurs peuvent nous dire si en Algérie c'est une méthode de contrôle courante ? Voilà, d'ailleurs c'est un appel que je lance à tous nos auditeurs en Algérie, en Tunisie, parce que j'ai reçu des mails justement, on nous écoute même en Colombie. Là franchement, là maintenant on nous écoute dans le monde entier. Et donc là je suis vraiment très intéressé de savoir si dans d'autres banques algériennes c'est également le cas, ça ne m'étonnerait pas. Et de toute façon, cette espèce de contrôle, on voit bien que la banque dépossède le client de son argent. Vous vous rendez compte, vous pouvez même pas les pisser sans demander la permission au banquier. Mais c'est honteux. Mais c'est honteux. Et c'est pour ça que je vous invite, je sais plus, j'ai vu passer ça, je crois que c'était suite à l'affaire Eric Cantona, qui a dit, si vous retirez, donc il y a une journée, je crois que c'est une journée qui est pour retirer l'argent des banques, je crois que c'est pour le 7 décembre, j'ai vu passer des mails là-dessus, il y a plein de lecteurs qui m'ont envoyé, et je vous le dis, je le répète, sortez votre argent de la banque, ne laissez que le strict minimum pour payer les factures, les virements et tutti quanti. Alors, mais le problème, c'est que comme la moitié des gens sont à découvert ou qu'ils ont ils tirent le diable par la queue chaque mois, etc., et qu'il faut qu'ils s'arrangent tous les mois avec le banquier pour qu'il lui accorde une rallonge pour son découvert, patati patata. On a tous connu ça. Donc, on est techniquement prisonnier du banquier, puisque du jour au lendemain, il peut décider de, comme ça, on a un autre cas d'ailleurs, tiens, je sais pas si tu l'as vu, le Crédit Agricole vire les ploucs intelligents. Oui, alors j'aimerais le faire après parce que j'aimerais qu'on reste à Alger, oui, où c'est Abdelhakim qui nous invite à prendre connaissance de cette info. Belle surprise dans ma boîte aux lettres ce matin, un prospectus où des gentils messieurs se proposent de racheter notre or. Ils se déplacent jusqu'à côté de chez nous, dans les salons de l'hôtel du coin, dans mon cas. Quel beau geste, dis donc. Peut-être que vos auditeurs croiseront Jean-Claude Trichet ou Ben Bernanke, voire Bliss Masters. Après tout, ces vautours sont capables de tout. Fin de citation. Mais si vous demandez à votre banquier d'Alain Guillot, il va vous dire non, c'est trop compliqué, voyons. Alors, ça c'est... Ça, là aussi, j'ai reçu pas mal de messages, là aussi des quatre coins du monde. C'est une rafle globale de l'or, c'est-à-dire dans toutes les capitales du monde, vous avez des mecs qui mettent des trucs sur la voiture, on rachète votre or.
Bon, alors c'est clair que c'est organisé au niveau mondial. Hein, il faut ramener le plus d'or possible, voler le plus grand nombre d'or aux mamies qui en argent. Vous avez vu les pubs à la télévision, hein, maintenant vous en avez. Nous, on a suffisamment prévenu nos auditeurs à l'avance, puisqu'on a passé à l'antenne des pubs canadiennes, américaines, etc. Et justement, nos auditeurs n'ont pas du tout été surpris quand ils ont commencé à voir ces pubs sur M6, hein, parce qu'elles ont commencé, je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 mois. Donc on voit les mêmes. En plus, c'est les mêmes pubs. Oui. En plus, c'est les mêmes. C'est le même que celle qu'on voit à Montréal. Oh, exactement. C'est donc les mecs, ils ont simplement adapté. Voilà. Il n'y a plus l'accent canadien. Voilà. Non, mais c'est absolument incroyable. Hein. Donc on voit bien qu'on se prépare. Il y a une préparation, un effondrement ou un changement du système monétaire global, et que tous ces gens-là qui sont informés, comme nous, hein, parce qu'on, grâce à cette revue de presse, eh bien, ils ramassent l'or à grande échelle, hein, puisque je l'ai dit ici. Vous avez 2 façons de trouver de l'or. Soit vous mettez 100 millions de dollars sur la table et vous dites voilà, on va creuser une mine ici, et puis vous achetez tout le matos, les camions, les hommes, etc. Et vous creusez la mine surtout. Ça c'est pas, ça coûte bonbon si j'ose dire. Bon, voilà. Donc vous mettez 100 millions pour creuser la mine. Et encore, vous n'êtes pas certain de trouver de l'or. Bon. Ou alors, vous dites voilà, je fais un plan média. Et j'achète pour 100 millions de dollars, ou de 100 millions d'euros, de publicité sur toutes les télévisions européennes, hein, avec chaque message dans sa langue, etc., en disant, voilà, vous avez du vieil or, vous avez de l'or, des bijoux inutilisés, eh bien, envoyez-le nous, et puis nous, on vous rembourse. Alors, ils vous le prennent à 30% de la valeur, je vous le signale, hein, je vous le signale quand même, à tous et à toutes, hein, ne tombez surtout pas dans ce piège, hein, c'est une arnaque. Hein. D'ailleurs, le journaliste américain l'a montré, hein, parce qu'ils ont fait les tests, ils ont envoyé, ils ont mis des bijoux qui ont été expertisés, voilà, ils l'ont mis dans une enveloppe scellée, et donc ils ont attendu les résultats, etc. Et donc les mecs, ils ont pris à 30%, quoi. Évidemment. Et alors, l'astuce, elle est faite que si vous ne répondez pas, si vous ne leur envoyez pas une lettre recommandée ou une lettre dans les je sais plus 3 jours ou 4 jours suivants, le chèque, en fait, il joue sur le temps. Il y a une histoire de délai, il joue là-dessus. Ils font exprès de ne pas vous envoyer les enveloppes, et passer un certain délai, eh bien, vous ne pouvez plus revenir sur la vente. Voilà. Le crédit c'est ça le truc. Le Crédit Agricole donc vire les ploucs intelligents. Alors qu'est-ce que c'est que cette info? Eh bien, plusieurs lecteurs t'ont signalé un article du Canard enchaîné à propos d'une cliente. Alors, qui n'a jamais souscrit à aucun de leurs produits qui endettent. Donc, aucun livret d'épargne et la carte bleue la moins chère. Le mois dernier, elle s'en va retirer du liquide au distributeur. Refusé. Son compte est bloqué. Le Crédit Agricole a décidé de se débarrasser de cette cliente, même si elle n'a jamais eu d'incident de paiement. Fin de citation. Donc voilà, le 666 dans toute sa puissance. Vous ne laissez pas la banque pour vous voler votre argent. Elle vous empêche d'avoir un compte, tout simplement, donc de vivre. Est-ce qu'une autre banque va lui ouvrir un compte, nous poses-tu comme question, Pierre? J'espère que cette cliente a copieusement insulté le directeur de l'agence. Ne reste que la poste. Bah oui, franchement, on voit bien que le système... J'appelle ça le système. D'ailleurs, c'est amusant parce que l'autre jour, j'étais place des Victoires. Il y a la Banque de France à côté. Et en fait, maintenant, c'est plus la Banque de France. Vous savez qu'elle n'existe plus. Mais alors, il y avait des panneaux, vous savez, les petites pancartes là, en marbre. Et donc, il y avait marqué Eurosystème. Banque de France, Eurosystème. Et donc, le système, eh bien, maintenant, vous éjecte si vous ne lui permettez pas de vous voler. C'est ça que ça veut dire là. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas souscrit à leur plan à leurs produits, à leur SICAV de naze, hein, où ils vous volent allègrement et en toute légalité, eh bien ils vous virent. Voilà. Hein, vous n'êtes jamais à découvert, vous utilisez juste le service minimum, hein, eh bien ils vous virent, ça leur plaît pas. Hein, vous ne leur apportez pas assez d'argent. Voilà. Pardon, c'est pas que vous ne leur apportez pas, ils ne vous volent pas assez. C'est pas pareil. Voilà. Hein, que les gens du Crédit Agricole aillent se faire voir. En tout cas, certains savent comment faire de l'argent rapidement et beaucoup. Warren Buffett notamment, qui se met 1,5 milliard dans la poche. Alors il faut savoir que Warren Buffett avait acheté des actions de la Goldman Sachs au plus bas, pour redonner de la confiance au marché, hein, on s'en souvient. Et bien là, il vend tout et se fait 1,5 milliard de dollars de bénéfices, et ça en 2 ans. Tranquille. Voilà. Mais ça, quand on a l'argent va à l'argent, c'est bien connu. Et c'est-à-dire que quand vous gagnez 15 euros d'intérêt ou 150 euros d'intérêt sur un an,
c'est sûr que l'effet levier, si j'ose dire, là c'est plus un effet levier, tu vois, c'est une fusée, c'est la navette spatiale. Attends, le mec, attends, il se met 1 milliard, c'est fabuleux, quoi. C'est complètement fabuleux. Et ce qui est amusant avec Warren Buffett, c'est qu'effectivement, c'est le protestant américain typique. Il roule encore dans sa vieille Chevrolet qui date des années 1955. Hein, il a changé le moteur deux fois en 40 ans. Il a toujours son imperméable genre Colombo. Il vit dans une petite, dans un petit pavillon de la banlieue j'allais dire Omaha. C'est le papy américain dans toute sa splendeur, mais qui a ce savoir-faire, quoi. Et c'est vrai qu'il avait sauvé la Goldman Sachs à l'époque. Alors, autant tout à l'heure on a parlé des maisons qui s'achètent pour des bouchées de pain, et bien là, on va faire un autre petit tour en Suisse, s'il vous plaît, avec un des lecteurs du blog, Monsieur Sozy, qui nous signale une information donnée par la télé suisse romande, je cite, « Une propriété qui passe de 8 millions à 75 millions en 10 ans ». Vous y croyez? Eh ben non, c'est de la folie pourtant immobilière, la folie immobilière d'exception, bien entendu, à Genève. Enquête et révélation tout à l'heure dans MAP. Toujours plus cher, toujours plus fou. Se loger à Genève nécessite des moyens plus élevés qu'ailleurs, on le savait. Mais désormais, les prix dépassent l'entendement. Dans les banlieues cossues des rives du Léman, eh bien, certaines villas sont vendues 40, 50, voire 70 millions de francs. Des prix sans rapport avec la vraie valeur des biens. Le marché de l'immobilier haut de gamme s'emballe depuis quelques années. Qui paie et pourquoi? Réponse. Eh bien, pour laver l'argent sale dans les eaux du lac Léman. Et surtout pour avoir un havre de paix au moment de l'apocalypse financière. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Tous les gens qui ont de l'argent. Quand je dis de l'argent, c'est 100 millions de dollars sur un compte courant. Ouais, voilà, pas petit joueur. Hein. Voilà, soyons sérieux. Donc ces gens-là, effectivement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous tout de suite, ils vendent leur maison à Barcelone ou éventuellement à Paris. Non, pas à Paris. À Paris garde. Mais ils vont s'acheter la maison sur le lac Léman parce qu'ils savent qu'en cas de fonte monétaire, il n'y a qu'en Suisse qu'ils auront la paix. Voilà. Donc ceci explique cela, ceci explique l'inflation complètement folle de toutes ces maisons qui sont au bord du lac Léman. C'est amusant parce que Évian, qui est juste en face, connaît quand même une petite hausse aussi. Hein, oui, et c'est très joli Évian d'ailleurs, j'aime beaucoup. Alors en tout cas en Espagne c'est pas la même chose, parce que là il y a la première ville en Espagne qui est en défaut de paiement. Et c'est Monsieur Carré qui nous signale cette information. La ville de Villajoyosa à Valence a suspendu ses paiements n'ayant plus euros en caisse. Eurotas. Enfin si. Et il lui reste, écoutez bien, 286 000 euros pour payer 11 200 000 euros de facture. Voilà, les fins de mois sont difficiles. Ça fait mal, hein. Non mais t'imagines, tu me dis, il me reste 286 000 euros et j'ai 12 millions à payer, tu vois. Ça fait mal ça, hein. C'est quand même... Alors on continue dans le surréalisme. Ah non, attends. Tu vas revenir dessus. Ah non, évidemment. Attends, c'est la première faillite c'est la première ville municipale, la première municipalité, la première municipalité qui se met en défaut de paiement en Espagne. Hein, et c'est pas la dernière. Hein, il y en aura beaucoup d'autres dans les 6 mois à venir. Hein, parce que ça, c'est couru d'avance. Et d'ailleurs, je rappelle à tous les vampires qui nous écoutent au Liechtenstein et surtout au Luxembourg, n'est-ce pas, que ce matin, si vous avez regardé vos écrans, vous avez certainement dû voir que la Grèce, si j'ose dire, est revenue à 11% de taux d'intérêt sur ses prêts je crois que c'est sur 10 ans. Bon du trésor grec au-dessus de 10%. Donc on est revenu au point de départ avec la crise grecque et que ça risque de recommencer dès la semaine prochaine. Hein, la même chose pour l'Espagne. Donc c'était juste un petit tour. Ouais, de toute façon, c'est... On recommence. Non, mais c'est sérieux là, attention, parce que 11%. Et le Premier ministre grec a même fait une déclaration en disant que c'était très grave.
Alors du coup, évidemment, ça a alerté tout le monde. On l'a vu il y a 2 semaines, qui alors dans les instances, je ne sais plus si c'était le FMI ou la Banque Centrale Européenne, qui a accepté, qui a dit oui, effectivement, la Grèce, l'Espagne, le Portugal sont morts et ils sont voués à mourir d'asphyxie lente. Enfin, ça a été reconnu là, c'est clair et net. On parlait de la Grèce, oui, que c'était une asphyxie lente, mais c'est ça. C'est sûr, hein, de toute façon. Évidemment, mais attends, ouais. à 10% d'intérêt, mais attends, mais c'est de l'asphyxie lente. Attends, là, c'est pas des remboursements pour la cuisine de madame. Hein, c'est pas le remboursement de la Mégane à 8%. Ce sont des centaines de millions. C'est 500 millions ou 800 millions ou des milliards. Donc c'est des sommes colossales en intérêt. Genre, vous imaginez 10%. Attends, vous empruntez 1 million, c'est simple, vous devez rembourser 100 000. Hein, je vous parle pas du principal, je vous en parle, c'est que des intérêts. Attention, c'est colossal. Donc c'est forcément qu'ils vont en défaut de paiement, c'est évident. Hein. On avait suivi, il y a 1 an exactement ici, on avait suivi l'étouffement, hein, on l'avait chroniqué en direct et là on avait même prévenu tout le monde à l'avance que tout ça allait se jouer sur la Grèce. J'avais même fait un grand papier qui s'appelait La naissance d'Athéna serait-elle imminente, donc elle est toujours pas née, ça a été retardé, mais le jour où la Grèce va se mettre en défaut de paiement, là effectivement, paf, elle va sortir. Donc là ça va être là il y aura du sport, parce que quand Athéna va naître, hein, sortir du défaut de paiement de Zeus, eh bien, franchement, là, les autres traders, mais ils vont tous pisser dans leur froc. Là, ça va être exactement comme avec la chute de Lehman Brothers. Hein. C'est la chute de Lehman Brothers. Il y a un film qui va sortir là dans 15 jours. On reviendra dessus. Qui s'appelle Inside Job, qui a eu un prix, je crois, à Cannes. Excellent documentaire avec Christine Lagarde. Avec Matt Damon, c'est justement sur la crise financière et sur les banquiers de Wall Street et la manière dont ils ont géré ça, et ça montre bien les abus, et ça montre leur propriété surtout, le yacht, etc. Et justement j'attire votre attention sur une journaliste que j'adore, dont je parle souvent ici, c'est Julian Tett, du Financial Times, hein, qui a écrit un livre superbe qui s'appelle The Fool's Gold, l'or des fous. Alors justement, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à faire pour avoir de l'or, et là, ça se passe. Alors c'est Abdelkader qui nous révèle cette information, une information qu'on pourrait considérer comme étant curieuse, mais très factuelle, et c'est sur LCI. Je cite, « Un homme qui arrivait d'Athènes avait dans ses bagages un lot de viande hachée farcie à l'or d'une valeur de 43 700 $. Le passager est soupçonné d'avoir ainsi dissimulé l'or pour le faire passer en contrebande en Égypte. Il a été placé en détention selon un responsable des douanes. » Bah oui, hein, bonne idée, le steak tartare recouvert de feuilles d'or et de frites argentées, c'est la classe quoi. Dans le même genre, en juin 2009, les autorités mexicaines avaient découvert une cargaison d'une trentaine de requins congelés farcis à la cocaïne. Donc comme quoi, entre la viande farcie à l'or ou des requins à la cocaïne, bientôt le cassoulet de Toulouse au Palladium. Ouais, mais je veux dire, ce sont des requins accros. Ah, ouais. Non mais c'est génial ça, c'est génial, le mec il est pas fut quoi même, mais quelle idée, ça me rappelle la fille qui s'était mis un lingot d'or dans le minou. Ça va bien ? Je me rappelle plus de ça. Comment ça, attends, mais on s'était marré comme des fous. Non mais oui, mais des fois je vois tellement d'informations folles que je crois que c'est, je sais plus, c'est à l'aéroport de Stockholm. Elle passe avec un lingot non pas avec un lingot d'or, je sais plus ce qu'elle avait, elle s'était mis dans le sexe, mais enfin, c'est une histoire qui nous avait bien bien fait rire. Bah là c'est la même chose, hein, de la viande hachée farcie à l'or, donc garçon, un steak tartare prix 43 700 $, bonjour. Non mais c'est le mec, il est un peu fou quoi, c'est... Non mais qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne ces mecs? Attends, il faut quand même qu'ils réfléchissent un peu avant de faire ce genre de truc. Attends, au moins dans le film avec De Funès et... La folie des grandeurs. Non, avec De Funès et Bourvil, le Cornio. Oui. Hein, avec la voiture. Avec la voiture, ouais. On se souvient que justement l'or était planqué, a été fondu dans les pare-chocs. Dans le pare-choc. Et la cocaïne dans les ailes. Et le Kun, le Jackson. Voilà, et le requin, où est-ce qu'il a mis le requin? Ils étaient autour, ils rôdaient. Comment faire oublier de l'or au steak haché Oui, non mais pourquoi pas hein, Non mais tu imagines en plus, attends, 2 heures. Attends, t'arrives à l'aéroport, déjà il faut que tu aies déjà il te faut à peu près une demi-heure. Plus 2 heures, avec tout leur bordel, etc. Une poigne à la tête. Plus au moins 1h30, si ce n'est 2 heures. Plus une demi-heure pour passer la douane, je veux dire le steak haché. Mais rien que l'odeur, ça doit être absolument épouvantable quoi.
Ouais, mais je pense qu'il a dû mettre ça. Le mec, à il la a base un dans- QI, mais qui frôle le parquet, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, je comprends rien sur le nom de l'article. Je vais passer directement à l'article en lui-même. Max Kaiser qui avait sorti le scoop sur l'or allemand qui n'est pas stocké sur le sol germanique mais à New York et un peu à Paris. On en avait parlé de ça un petit moment. L'as de cette histoire, Max Kaiser et Lars Scholz ajoute que l'Allemagne pourrait bien perdre tout son or, à savoir 3400 tonnes, une paille quoi, en raison de la crise, et aussi parce qu'il a été prêté, entre guillemets. Alors, qu'est-ce à dire? Alors, justement, eh bien, vous vous souvenez que TF1 avait fait un reportage il y a à peu près 2 ans, hein, pour rassurer les Français. Hein, TF1 en exclusivité pénètre dans la Banque de France, n'est-ce pas, et a l'autorisation de filmer le 3e ou le 4e sous-sol avec les caméras et tous les lingots d'or qui sont entassés, etc. Alors, ce qui est intéressant, donc, alors je ne sais plus quel était le... Mais, chose que donc le conservateur, appelons-le comme ça, a omis de dire, effectivement, c'est qu'une partie de l'or qui était là ne nous appartient pas. C'est intéressant, non? Sachant que Sarkozy, bien entendu, a vendu notre or, hein, Au plus pour bas. sauver le dollar. Ouais. Évidemment, il a fait exactement, et ça c'est scandaleux. Ça je lui en veux beaucoup pour cette affaire, d'avoir vendu l'or des Français. Ah non mais là c'est un truc qui m'a écœuré. C'est comme Gordon Brown qui a vendu l'or des Anglais, justement là aussi pour Pareil, sauver, le plus bas, ouais. sauver le dollar. Et donc c'est ça qui est intéressant dans le papier de Max Kaiser et de Lars Schall, n'est-ce pas? C'est que justement, indépendamment du fait que l'Allemagne pourrait bien perdre tout son or qui est stocké, ou quasiment tout son or qui est stocké à New York, et elle a quand même 3400 tonnes, et bien justement une partie Se trouve dans la Banque est de à Paris. France. Et une partie est dans les caves à Paris, à côté de la place des Victoires. C'est intéressant quand même. Donc, et en fait, il y a d'autres pays, semble-t-il, qui ont des lingots d'or place des Victoires. Montée de l'or plus saisie gate égale explosion du système. Alors écoutez bien, oui effectivement. Cette fois, solennellement tu nous le dis Pierre, celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien qu'il prenne quand même des cotons-tiges, car voilà, il ne reste que quelques mois avant l'explosion. En ce moment même, le système est déjà en roue libre. La JP Morgan cherche déjà à se recapitaliser sous couvert d'une émission d'obligations. Ses positions sur l'or et l'argent lui coûtent très cher aujourd'hui. Ensuite, ne croyez pas que le scandale des saisies ne vous touchera pas. Les banques françaises ont des expositions colossales auprès de leurs consoeurs américaines. Et toutes les banques sont liées les unes aux autres. Votre compte sera ponctionné avant même que cela dégénère. La JP Morgan en particulier et les banques américaines en général sont très mal. Vous allez voir des millions d'actions juridiques de simples citoyens devant les tribunaux pour 1. Empêcher les banques de saisir, et 2. Pour récupérer la maison qui a été saisie avec des faux documents. Pendant ce temps, la JP Morgan et ses copines ne verront pas de remboursement et vont se retrouver en plus avec une interruption des saisies, problème comptable, ainsi que des milliards de dollars de plus en frais d'avocat. Imaginez. La JP Morgan a 2 très graves problèmes sur les bras. Vampire européen, shortez d'abord les banques américaines, ensuite votre propre banque. Il y a de l'argent à gagner avec, en tout cas avant son effondrement, et lisez absolument 777, tu nous y renvoies Pierre. Ah oui, parce que vous verrez à quel point Jean, hein, qui vivait dans sa grotte à Patmos, a été génial, et que son ange a mieux calculé cette crise que toutes les équations et algorithmes de Black, Myron et Scholz réunis. Hein, les Myron, Scholz et les prix Nobel justement qui ont reçu le prix Nobel d'économie justement pour leurs travaux sur les ventes à terme. Donc ce sont des équations qui ont permis la faillite de la LTCM. Donc déjà l'histoire se répète, donc c'est absolument surréaliste quoi. Alors bon, c'est vrai que cette dépêche on aurait dû la donner un peu plus tôt parce que du coup on s'est un peu répété, mais bon c'est pas bien méchant. Là pour le coup une piqûre de rappel ça ne fait pas de mal. On peut continuer avec l'or. La Corée du Sud voit ses dollars détruits par l'or en fusion. Eh bien oui, pendant que la Fed utilise la HSBC et la JP Morgan pour faire monter l'or, puis le massacrer, les banques centrales de tous les pays, elles, tentent de ramasser les lingots qu'elles peuvent. Et c'est le cas de la Corée du Sud. Le Financial Times a révélé que les Coréens pissent dans leurs culottes vu leur exposition au dollar. Ils n'ont que ça dans leur coffre et perdent des millions chaque heure avec la baisse du dollar. Du coup, Kim Jong-soo, le gouverneur de la Corée du Sud, de la Banque centrale de la Corée du Sud, a dit au comité du Parlement ce lundi, nous avons besoin
de reconsidérer attentivement tous les problèmes sur les volumes d'or que nous avons dans nos réserves. Pour augmenter nos volumes d'or dans nos réserves étrangères de devises. Voilà. Et oui, donc c'est effectivement parce que le Financial Times nous dit que l'or, enfin chez les Sud-Coréens, pardon, ne représente que 0,2%. C'est vraiment ça fait pas sérieux là. Du coup, en cas de crise, on voit bien que le papier, du coup, ça pèse plus rien. Voilà. Donc 0,2% des 290 milliards de dollars de leurs réserves. Pouf. Donc help, I need somebody. Help, not just anybody. Help. You know I need some gold. Help. Hein, vous vous souvenez de cette chanson des Beatles, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, on dirait que les Coréens vont payer très cher leur alliance avec les Américains. Parce que là, parce que les Sud-Coréens sont complètement inféodés, enfin ils dépendent des Américains, donc ils n'ont pas le choix. Mais là, on voit bien que le nationalisme remonte, du coup, et ils disent, attention, on n'a que 0, enfin on n'a rien, on a 4 lingots qui se baladent dans nos coffres. Je veux dire, on est des ridicules, on est des rikiki, quoi, on est des minablos. Et donc les Coréens, d'un seul coup, disent, attention, mais nous faut des lingots d'or. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Vous avez vu que l'or a été pulvérisé, donc il a attaqué, il a perdu $50 en l'espace de, en l'espace de 2 jours. Donc il y a eu les prises de bénéfices et puis bien entendu des actions massives de la Fed, de la HSBC, de la JP Morgan pour le faire baisser, parce que plus il monte et plus ça pose de problèmes à Bernanke, on l'a maintes fois dit ici. Mais avec cette dépêche, qu'est-ce que ça vous dit ? Ça vous dit que la pression phénoménale pour de l'or physique va être colossale, et surtout n'abandonnez pas vos positions sur l'or, vous feriez tous une folie. Voilà. Et je rappelle simplement que l'or, ce n'est pas un truc de spéculation, mais c'est un truc pour transporter vos économies dans le temps. Voilà. C'est très important de le rappeler. La preuve absolue de l'apocalypse bancaire en cours. Voilà, c'est la suite du papier précédent. Ouais. Monsieur Chazal a vu cet article qui dit tout en quelques lignes seulement dans Delivering Stories. Alors, il y a 7 18 000 crédits immobiliers aux États-Unis qui sont en retard de remboursement de 30 jours ou plus, ou en cours de saisie selon les dernières données de Lender Processing Services. Alors, imaginez, avec $500 minimum par mois, on imagine de retard, cela fait 3 509 millions de dollars qui ne rentrent pas chaque fin de mois. Le vrai chiffre est en plus vers les 15 milliards. Sachant qu'un ménage reste en moyenne 48 mois sans payer avant d'être expulsé, cela vous donne minimum 168 milliards qui ne rentrent pas et qui versent en même temps de l'acide dans les livres de compte. Sans même parler du fait que la maison n'est pas revendue tout de suite. Et maintenant, roulez tambour, sonnez trompette, ajoutez des batailles légales sur chaque saisie à venir à raison de $2000 minimum en honoraires par maison. C'est vraiment pas grand-chose. Hein. Les banques devront payer 14 milliards. 14 milliards, 36 millions, soit 15 milliards rien qu'aux avocats. Eh ouais. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi le cancer continue à se répandre et qu'il va progressivement détruire le système. D'autant que, même les gens qui peuvent rembourser décident de ne plus payer. Ouais, ça, c'est incroyable, mais vrai. Et 2, le cancer du chômage continue à progresser lui aussi. Les gens qui avaient payé leur maison avec un emprunt de $300 000 voient qu'aujourd'hui, elle ne vaut plus que $100 000. Économie réalisée, $200 000 en refusant de payer les banques. Eh oui. Les journaux expliquent aux Américains comment faire un bras d'honneur à la banque. N'oubliez pas, les banques françaises sont exposées aux banques US. On ne le répétera jamais assez. Parce qu'on pourrait nous reprocher effectivement de donner principalement de ce qui se passe aux États-Unis, mais il se trouve que le cœur financier mondial est aux États-Unis, et ce qui se passe là-bas nous affecte directement. Et cette information-là, parce que là on vient de donner des chiffres, sachant que je salue mon professeur d'économie, monsieur Rativet, comme dirait, vraiment un homme charmant qui m'a donné le goût de l'économie. Il disait toujours, toute réalité se traduit par des chiffres. Là, c'est une dépêche spéciale, monsieur Rativet, professeur Rativet, qui fondamentalement nous montre bien que le système continue à fondre. Puisque les Américains sont de plus en plus nombreux chaque semaine à dire aux banques vous pouvez, votre emprunt, vous pouvez vous le mettre où je pense, et donc les banques se retrouvent effectivement avec des défauts de paiement volontaires, d'autant que toutes les télévisions et les journaux
encourage maintenant, parce À que ne plus rembourser. c'est la seule défense que les journalistes Ouais. ont trouvée en Ouais, fait ouais. pour aller contre. Arrêtez de payer les voleurs. Donc voilà, et surtout en ce moment, je veux dire, quand les Américains voient que les banques saisissent les maisons avec des faux documents, qui saisissent de maisons, qui saisissent même de maisons qui ont été payées cash, qui n'étaient même pas sur des programmes d'emprunt. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de magouille, une escroquerie gigantesque qui a été organisée par Wall Street, c'est évident. Donc ils n'ont plus aucune raison. Il y a 15 jours, on avait montré ici que le président de l'association des banques prêteuses américaines avait dit aux Américains, oui, vous devez continuer à rembourser vos prêts, c'est une histoire de morale, et que la banque elle-même avait fait un défaut de paiement sur un immeuble qu'elle avait acheté il y a 3 ans pour 70 millions de dollars et qu'elle s'était barrée en disant, bon ben voilà, on rembourse plus. En plus c'est John Stewart qui l'a passé, et ça c'est regardé par à peu près 150 millions d'Américains. Donc la leçon a bien été comprise par les Américains, c'est très clair. Donc sachez-le, les banques françaises vont ponctionner votre compte, surveiller vos comptes, vous allez voir des hausses permanentes, 1 euro par-ci, 2 euros par-là pour des services que vous n'avez jamais vus auparavant, parce qu'elles vont vous pomper votre compte pour se préparer justement à l'effondrement du système américain, surtout en ce moment avec ce qui se passe, surtout en ce moment. Alors, la dernière info, et pas des moindres, perception des impôts et amendes par les banques. Et Ah oui, France. ça c'est génial, ça c'est excellent. Alors là, c'est Enfin, excellent. du costaud, c'est Ouais, du lourd. ouais, Hein. ouais. Alors c'est complètement dingue. Je ne sais pas si vous avez bien écouté le titre de l'article, mais on va rentrer dans le détail. Un pas de plus a été franchi dans l'étau bancaire qui se resserre chaque jour un peu plus sur les citoyens. Fred Shuttle et Ben Protess du Huffington Post ont révélé que plusieurs banques, dont la JP Morgan et la Bank of America, ont acheté aux municipalités le droit de percevoir les impôts et amendes à leur place. Incroyable. Au secours, nous dis-tu Pierre, ils sont devenus fous. C'est le début du fascisme si les banques se transforment en collecteurs d'impôts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous dis-tu. Oui, alors donc voici ce que nous dit je suis fatigué là. Excusez-moi. Donc le Huffington Post, voilà. Il y a à peu près une douzaine de banques majeures américaines et écoutez bien, il n'y a pas que les banques, il y a aussi des hedge funds maintenant, hein, qui anticipent des profits très très rapides de la part des propriétaires qui sont en retard de paiement, soit sur leurs impôts, ou qui ont du mal à rembourser leurs crédits divers et variés, voilà, ou amendes. Eh bien, justement, le principe consiste, quand ils sont en retard, à leur envoyer donc des lettres recommandées avec des pénalités de retard supplémentaires. Donc on leur enfonce la tête sous l'eau, et plus on leur enfonce la tête sous l'eau, moins ils peuvent payer, et donc du coup, eh bien, à un moment donné, on réclame la saisie de la maison en paiement des dettes. Voilà. Donc c'est le nouveau système que les banques américaines ont trouvé, c'est-à-dire vous êtes en retard, et on a vu le cas, tiens, je fais une parenthèse, je donne un exemple très pratique qui est sorti, que la presse anglaise a sorti hier. Un couple d'Anglais qui était à découvert, écoutez bien, ils ont été à découvert de 8 centimes. Hein, de 8 centimes. Ils se sont retrouvés avec premier truc, avertissement, puisqu'ils avaient une interdiction de découvert, mais enfin bon, 8 centimes, c'est pas la mort non plus. Eh bien, ils se sont retrouvés d'office avec 200 euros à payer de pénalité de retard. Ils ont discuté en disant, mais c'est scandaleux, etc. C'est 8 centimes. Pour pénalité de retard sur les pénalités de retard, ils leur ont remis 200 euros. Et maintenant, ils en sont à 1000 euros, simplement pour 8 centimes. Bon, vous avez compris. Hein. Donc ce sont les pénalités. Dès que vous êtes en retard, vous allez recevoir une lettre, vous allez avoir une pénalité de retard. Et si vous ne payez pas dans les temps de la pénalité, vous allez recevoir une autre pénalité. Et on va vous couler comme ça. C'est la nouvelle méthode des banques américaines pour récupérer les maisons des propriétaires le plus rapidement possible. Hein, parce que grosso modo, je résume le papier, le système bancaire vous montre que toute personne en retard de facture, donc endetté par définition, même si c'est 8 centimes ou 100 euros ou 1000 euros, donc endetté de 100 $, se retrouve avec 600 ou 1000 $ à payer après. La cible est la personne qui a une dette, car cela permet d'en ajouter. Et oui, le système dette permet de tuer les gens comme les États et de leur voler leurs biens. Et donc écoutez la suite. Alors, justement, ça c'est extraordinaire. Dans certains États américains,
où on peut effectivement suivre ce que font les banques, eh bien, les pénalités d'intérêt sont quasiment à 18%, et auxquelles on rajoute, bien entendu, des pénalités légales, hein, dans le genre huissier, machin, etc. Donc vous devez 200 euros, vous vous retrouvez avec 800 euros, hein, pour payer le retard, l'huissier, tutti quanti. Voilà. Et donc, lorsque le propriétaire de la maison ne fait pas le paiement en entier, eh bien, les investisseurs, hein, peuvent effectivement le poursuivre et demander la saisie de ces maisons. Dans certains États, écoutez bien, cela prend juste 6 mois pour saisir la maison. Donc, grâce à cette technique, les banques ont déjà saisi des quartiers entiers, en ce moment même. En ce moment même. Des quartiers entiers. Ça rime. Moralité, ce que veulent les banques, c'est prendre le maximum de maisons pour juste une poignée de dollars. Pour 2000 $, vous avez une maison de 100 000 ou plus. Voilà. Donc je vous invite tous à aller sur www.quotidien.com, vous retrouvez cet article, car franchement, moi envoyez-le à tous vos amis, prenez-le cet article, envoyez-le à tout le monde, tous vos amis, à tous vos contacts mail, envoyez-le partout, postez-le sur votre Facebook, etc. Hein, parce que moi franchement, là c'est quelque chose, là on vient de franchir un nouveau cap. On voit, et ça c'est une référence. Alors là je vais vous faire l'universitaire. Ce sont les résultats de travaux d'un banquier américain qui a publié ses travaux en 1984 ou 1985, qui a été le premier à prouver, à expliquer aux banques que la dette, ce n'était pas un problème, au contraire c'était un capital. Et que plus une société ou une personne était endettée, plus la banque avait gagné, jusqu'à ce qu'il le presse complètement. Et c'est à partir de là que progressivement, cette école nouvelle donc, a été prise en compte, et donc philosophiquement développée, avec des produits d'intervention extrêmement rapides. Je fais une référence, par exemple en France, vous avez une bande d'enfoirés qui s'appelle RSI. Je pense que beaucoup connaissent, c'est un truc pour les indépendants. RSI, d'abord, ils font exprès de toujours encaisser vos trucs en retard, et dès que vous avez 18 euros de retard, ou vous leur devez 18 euros, je sais parce que ça nous est arrivé, 18 euros de retard, on reçoit dans la semaine une lettre recommandée, qui nous facture je sais pas combien, en plus, bien entendu, et dans la foulée, si vous n'avez pas payé, etc., ils vous envoient les huissiers, donc tout de suite. Hein, quel que soit le montant, mais ils sont complètement fous au RSI. J'avais même reçu une fois une lettre recommandée pour 5 euros. Mais c'est automatisé, hein, donc voilà, le système est automatisé. RSI applique la même méthode qu'aux États-Unis, donc je préviens effectivement gentiment tous les tous les plombiers, les électriciens, toutes les personnes qui ont une profession libérale qui cotisent à RSI, soyez extrêmement méfiants avec ces vampires parce qu'ils sont terribles. Ils ont un système automatisé qui est là et qui va vous rajouter des pénalités de retard. Donc faites très attention à ça, ou alors trouvez un moyen pour ne plus cotiser à RSI, tout simplement. Voilà. Enfin bon, toujours est-il que c'est le même système qu'on retrouve ici aux États-Unis. Voilà. Et donc là aussi, on retrouve la JP Morgan et la Bank of America. On retrouve les grandes banques, n'est-ce pas, qui ont des... et donc maintenant, la JP Morgan va pouvoir percevoir les impôts pour vous, c'est-à-dire elle va dire à la municipalité, voilà, vous avez 40 000, vous avez 40 000, je dis n'importe quoi, vous avez 4 millions de dollars en retard de paiement. Nous, on vous donne 3,5 millions. On vous donne 3,5 millions, mais vous nous donnez les factures, et nous on se démerde avec le reste. Voilà. Et donc forcément, non seulement ils vont massacrer les autres avec des frais, des machins et trucs, et donc ils vont monter à... ils vont multiplier la facture, ils vont rajouter 40, 50, voire 80%. Facile. Voilà, c'est la nouvelle méthode, c'est ce que j'ai vu, et en fait on voit bien que ils ont tout à fait... Alors là par exemple, vous êtes en retard de vos impôts locaux, bon, eh bien ce sont les hedge funds. Et alors justement, les banques, elles se cachent. Là, c'est une véritable enquête de le Huffington Post. Les banques se cachent derrière des noms de sociétés complètement bidons. Elles n'ont même pas pignon sur rue, c'est juste des boîtes postales. Et ce sont les journalistes du Huffington Post qui ont remonté la source en regardant les registres du commerce, etc. Qui était qui appartenait qui avait quel pourcentage. Et c'est comme ça qu'ils ont compris qu'en fait, ce sont les plus grosses banques américaines et les plus gros hedge funds qui maintenant ont décidé de prendre à leur compte la perception des impôts, des amendes et de tous les retards.
Voilà. Alors, il y a un lecteur qui m'a dit, oui, monsieur, vous confondez fascisme et ultralibéralisme. Franchement, à ce niveau-là, on peut spignoler sur la signification des mots. Techniquement, vous avez raison. Moi, je vais appeler ça le fascisme libéral. Le fascisme à la Ayn Rand. Hein, on va appeler ça le fascisme libéral. Voilà. Si ça peut vous faire plaisir. Mais alors, toujours est-il que le résultat est le même. Si un propriétaire d'une maison est en retard de 300 euros, si jamais il part en vacances, n'importe quoi, il revient, il se retrouve déjà, il a déjà pour 1500 euros de frais divers, de retard d'huissier, etc. Si jamais il les a pas, je vais dire dans les 6 mois, on lui saisit sa maison pour 1500, alors qu'elle en vaut peut-être 200 000. Facile. Mais c'est la nouvelle méthode. C'est la nouvelle méthode que les banques ont trouvée justement pour combler tous les centaines de milliards qu'elles ont perdus le 29 septembre 2008. Je ne le répéterai jamais assez. Et voilà. Et donc je vous invite tous et toutes à lire cet article et en même temps justement de précommander mon livre sur Blight Masters parce que là pour le coup j'ai vraiment besoin de vous Vous êtes à pour faire face aux avocats de la JP Morgan. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici Maintenant, 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Je vous rappelle donc, pour suivre cette revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic, vous pouvez, comme il vient de le citer, aller sur son blog quotidien.com, que cette revue de presse, quand elle est diffusée le mercredi, eh bien le samedi, elle est rediffusée à partir de 23h dans son intégralité, que vous pouvez aussi avoir l'accès à la vidéo, puisque cette émission est enregistrée en fin de journée sur le site de la radio. Et autre élément que je pourrais vous donner, non, j'en vois pas tout de suite. Pierre, est-ce que tu as éventuellement quelques restes il nous reste un peu, juste histoire de se détendre un petit peu. Alors j'ai deux informations qu'on n'a pas abordées qui sont un peu différentes de comment dire de tout ceci. Alors j'ai été amené en fait, on m'a tellement pris la tête que j'ai finalement on m'a dit tu vas voir, le navigateur d'Apple, Safari, c'est formidable, installe-le sur ton PC, tu vas voir, c'est beaucoup plus rapide que Firefox, blabla, enfin bon. Alors tous les fans d'Apple, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais alors je me suis dit, bon allez, après tout, on va tester, voilà. Donc en plus j'ai pris les deux, comme j'ai vu qu'il y avait un nouveau Chrome, je sais pas quoi, qui était sorti, je me suis dit tiens, on va tester. Voilà, le Chrome qui était le navigateur de Google. Alors je précise que moi j'avais testé le Google Chrome, le premier navigateur, qui est une vraie daube que j'ai immédiatement enlevé de mon ordinateur. Bon, eh bien figurez-vous que autant, alors donc j'ai installé Safari, l'installation c'est un vrai cauchemar, enfin ça prend des heures, bon passons. Une fois installé pour naviguer, franchement c'est encore plus lent que Firefox, ça n'a aucun intérêt. Et puis je m'en suis franchement au bout de 30 minutes je l'ai dégagé parce que le Safari est bon à être jeté au lion, c'est clair. Voilà, c'est un nouveau pas un clou à côté de Firefox. En revanche, attention, là j'ai été scotché, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé comme ça technologiquement. Le nouveau navigateur de Google, le Chrome, mais alors une vitesse d'exécution, mais c'est fulgurant. Je vous le recommande à tous. Mais fondamentalement, si vous trouvez que votre navigateur est, surtout si vous avez Safari, remplacez-le par Chrome, allez-y gaiement. C'est le navigateur qui tire plus vite que son ombre, c'est le cas de le dire, c'est comme Lucky Luke. Le seul inconvénient avec ce navigateur, mais je l'ai gardé, je l'ai pas enlevé, malgré ce petit inconvénient, c'est qu'il enregistre toutes vos recherches. Alors par exemple, j'ai fait une recherche je cherchais un rameur, un rameur, voilà, et bien figurez-vous que 5 minutes après, je me suis retrouvé tout au long avec des pubs dans différents sites que je visitais. Je me retrouvais systématiquement, enfin les sites qui étaient gérés par la pub Google bien entendu, et je me suis retrouvé systématiquement avec des pubs pour des rameurs. Donc comme quoi mes recherches étaient passées à la publicité Google, et donc on m'affichait en fonction de... Donc il surveille, il analyse ce qu'on recherche. Bon, ça c'est clair, c'est l'inconvénient. Question sécurité. Alors il y a des lecteurs qui m'ont dit attention, le Chrome de Google, en fait, c'est un navigateur allemand, monsieur, qui a été racheté par Google en 2007, si j'ai bien tout compris, et qui, effectivement, est d'une rapidité absolument hallucinante. Franchement, c'est le navigateur... J'ai jamais vu... C'est incroyable. Je veux dire, je vais je connais bien les temps de chargement de par exemple de quotidien.com, j'appuie dessus, c'était BAM.
C'est formidable. Vraiment, je vous le recommande. Question vitesse, c'est nickel. En plus, c'est propre. Il y a rien à dire. Voilà. Et Apple, c'est une daube. Voilà. Donc ça c'est l'information numéro 1, donc ça c'est quand même pratique, hein, j'ai testé pour vous, c'est comme dans Sport Auto, j'ai testé pour vous la dernière Ferrari ou la dernière Lamborghini, ben là j'ai testé pour vous le navigateur le plus rapide du moment, le Chrome. Et alors figurez-vous que la semaine dernière, donc l'information qui a quand même effacé tous les problèmes de Wall Street, qui a effacé tous les problèmes de saisie immobilière et tutti quanti, la planète entière, figurez-vous, a repris une information capitale. Alors je pense que là, l'éditeur, il doit être aux anges, c'est le cas de le dire, puisque techniquement, pendant que le monde va tranquillement à sa ruine, c'est le cas de le dire, le monde anglo-saxon ne parle plus que d'une seule chose, la bistouriquette du chanteur des Rolling Stones. C'est quand même assez surréaliste. Ne pas oublier... alors c'est amusant parce que Mick Jagger avait en effet titré un album des Stones qui s'appelait un Bigger Bang, donc une sorte d'aveu lacanien, sans parler de Sticky Fingers, qui laissait donc sous-entendre, understatement, que le sexe en érection était le sien. Voilà, il aurait pu aussi l'appeler en anglais, enfin là je vous laisse le soin d'aller sur le blog, on peut dire en anglais a little bit. Bref, on sait donc maintenant que Jagger et Madoff, c'est le même combat. Mais moi, ce qui m'a scotché là-dedans, c'est effectivement que, je veux dire, un compagnon de route de Mick Jagger, donc puisse le descendre comme ça dans son livre de mémoire, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose de gratuit, mais en tout cas, le monde anglo-saxon n'a parlé que de ça, et même encore ce matin, je voyais un grand papier, alors je ne sais plus si dans le Guardian de Londres ou dans le Télégraphe, où vous avez une page entière sur ces histoires de Mick Jagger. Voilà. Et donc, comme quoi, on peut avoir les plus grandes crises, j'ose dire, mondiales, etc. En fait, les médias, à un moment donné, ont besoin d'évacuer, si j'ose dire, et de ne traiter qu'une certaine forme d'information, et à partir de là, eh bien, ça détourne l'attention des gens. C'est comme des soupapes de sécurité, j'en sais rien. Enfin, c'est assez amusant. Voilà. Et donc, pour le coup, je vous recommande également un reportage que j'avais fait sur le sujet pour le quotidien. Vous le retrouverez dans les archives. C'était assez amusant. Voilà. C'était j'ai la tête ouais, mais moi aussi je suis épuisé là aujourd'hui, j'ai eu du mal. Non mais c'est le temps, et puis alors là vraiment les informations c'était intense, puis là on a 3 heures d'antenne là, quasiment. Oui, non, c'était assez intense. Donc on ne prendra pas vos appels auditeurs, désolé pour cette fois, mais là je suis pas en mesure de prendre vos appels, et je pense que Pierre tu me suivras dans ce sens là. On se dit au revoir. Je rappelle donc les derniers éléments pour que vous puissiez suivre cette revue de presse. D'une part, en allant sur le blog de Pierre Jovanovic, quotidien.com, vous avez tous les articles, tous les liens, que cette revue de presse est rediffusée samedi qui vient à 23h dans son intégralité, que notamment vous avez la vidéo aussi disponible sur le site de la radio, ici maintenant.com, et cette vidéo sera disponible en fin de journée sur... Alors, je mets le lien directement, je vous le donne, vidéo.rim952.fr pour y accéder directement. Voilà, je pense avoir tout dit. Pierre, un grand merci. Et on se retrouvera dans 2 semaines. À l'occasion de voir un petit peu, faire un débriefing. Oui, et puis j'ai oublié je serai sur le toit de la grande bibliothèque de France, de la Bibliothèque nationale de France, pardon, à Tolbiac. Mais je suis tellement fatigué, je me souviens plus de la date. Il faut que j'aille sur mon site. Je crois que c'est le 6 et 8 novembre. Et ensuite à la mairie du 6e. Voilà, je les ai. Donc le 6 et 7 novembre. Donc c'est dans le 13e arrondissement, sur le toit. Donc c'est... Pareil que c'est absolument sublime, on a une vue sur tout Paris. Dans la bibliothèque François Mitterrand Dans la bibliothèque François Mitterrand, et exceptionnellement, ils ouvrent donc la terrasse, le dernier étage, au public, ce qui habituellement n'est pas le cas, puisque en plus l'ascenseur est payant, et là il sera gratuit pour ces 2 journées. Voilà. Et ensuite, d'accord. Voilà, et je ferai même une conférence sur les anges gardiens. À quelle heure Je ne sais pas encore, mais je le mettrai sur le site. Ouais. Donc ça c'est pour le 6 et 7, autre événement. Voilà, et le 26, 27, 28 novembre, donc ce sera
à la mairie du 6e, place Saint-Sulpice. Sur les éditeurs indépendants. Le salon des éditeurs indépendants. Donc là, on a deux événements coup sur coup sur Paris, donc ce qui est vraiment très bien, parce que là, ça va donner l'occasion de rencontrer tous nos auditeurs et nos lectrices et lecteurs. Et j'espère que tu viendras me voir. Je ne sais pas, je verrai en fonction de ce que j'ai à gérer et à faire. Ah oui, c'est vrai, tu seras à la radio ici. Pierre, un grand merci en tout cas, et donc je te dis à dans 2 semaines. Eh bien, dans 2 semaines, et puis merci à tous les auditeurs qui nous écoutent dans le monde entier. Je reçois effectivement tous les messages. À nouveau, je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je réponds au fil de l'eau parfois. Parfois, je réponds tout de suite. Parfois, avec 3 semaines de retard. Enfin bon, ça va, ça va. va. Voilà. Merci à toi, et puis donc au revoir Pierre. Merci Laurent. Et la suite des programmes, je vous repasse pour ceux et celles qui n'ont pas pu l'écouter, le florilège du zapping de Canal+, et je vous retrouve à 17h30 pour le magazine Santé et Spiritualité, donc à tout à l'heure. Rapide à avaler mais long à se décomposer, le hamburger, symbole du fast-food, suscite l'intérêt de CNN depuis qu'une artiste new-yorkaise a décidé de le photographier tous les jours pendant 6 mois afin d'observer sa décomposition. Voici l'image du sandwich le premier jour et celle du même 6 mois plus tard. Et ça, c'est le bruit qu'il fait. Inquiétant.